Il est 20h, la suite de 120% News qui va vous convaincre. 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes pour tenter de vous convaincre. On accueille ce soir Ludovic Toro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste. AstraZeneca, oui, mais pas pour moi. Vous êtes favorable à ce vaccin pour les plus jeunes, mais pas pour les soignants, ni pour les plus fragiles. Vous nous expliquerez pourquoi. Bonsoir Julie Graziani. Bonsoir. Éditorialiste politique. La police, il faut plus de contrôle. Réaction à la vidéo de policiers agressés à Poissy. Plus de contrôle, plus de présence aussi. C'est votre point de vue que vous défendrez tout à l'heure. Bonsoir Jean-Christophe Buisson. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint du Figaro, un coup à droite, un coup à gauche. Gérald Darmanin entretient la confusion et ça devient un boulet, selon vous, pour Emmanuel Macron. Et puis bonsoir Céline Pic. Bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Un membre de la famille royale du Qatar aurait refusé de serrer la main à des arbitres femmes. Pour vous, les religions, quelles qu'elles soient, n'aiment pas les femmes. On va commencer avec vous, Ludovic Toro. En tant que médecin, vous ne voulez pas d'AstraZeneca pour vous, ni pour les soignants, enfin ni pour tous les soignants d'ailleurs, pas que pour vous, hein, ni pour les plus fragiles. En cause notamment les effets secondaires, la question de l'efficacité face aux variants. Pourtant, vous dites qu'il ne faut pas l'abandonner, qu'il faut le réserver aux plus jeunes. Écoutez ce qu'on a dit ce matin à Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. Il était l'invité de BFM TV et il a réagi aux effets secondaires provoqués par AstraZeneca. Il y a eu des retours de signalement à l'Agence nationale de sécurité du médicament, de syndrome grippaux un peu marqué dans les 2 jours qui suivent. Il faut mettre les choses en perspective. Il ne s'agit pas, ce sont des choses très désagréables pour les personnes qui le ressentent, qui pour certaines ont dû s'arrêter de travailler pendant 48 heures, ce qui évidemment dans un établissement de santé est peut-être pénalisant. Ce n'est pas non plus un événement grave et ceci est complètement résolutif. Alors Ludovic Toro, AstraZeneca, oui pour les jeunes, non pour les soignants. Vous avez 90 secondes pour convaincre. Ah bon, j'écoute Alain Fischer, il a été nommé à ce poste pour gérer la vaccination, géré par Castex. Il nous dit faut pas vacciner les soignants du nord et de l'est de la France, parce que tout simplement, le vaccin n'est pas très efficace déjà contre le Covid à 60%, et deuxième chose, il n'est pas efficace contre les variants. Je suis soignant, j'ai 62 ans demain, donc je pense que je peux avoir l'autre vaccin. Et depuis le début, je le dis, il faut vacciner nos soignants. Ça fait 1 an qu'ils sont sur la brèche, il est temps de les protéger parce que ce variant qui est situé sur le nord et l'est va forcément venir au centre et à l'ouest. Donc c'est généralement, pour tous les soignants, il faut rapidement les vacciner. Après, j'ai vu AstraZeneca, j'ai vu les autres vaccins et j'ai vu un peu comment ils ont été faits. AstraZeneca, c'est pas une surprise qui protège moins. On l'a dit depuis le début. Quand on voit, c'est 60%. Et d'autant plus qu'il n'y a aucune étude des plus de 65 ans. Donc ce vaccin était clairement beaucoup moins fort et d'action beaucoup moins rapide que les autres. Donc, il fallait le mettre en effet pour les gens les plus fragiles, donc les plus âgés, et en effet pour les médecins et tout le personnel soignant et les 2 millions de soignants pour seulement les protéger. On n'a déjà pas assez de soignants en France. Si en plus ils tombent malades, parce qu'il y a des clusters dans les hôpitaux, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire ? Il n'y aura plus personne pour soigner. Déjà, on voit où on en est l'état de la France au niveau santé. Il faut les protéger. Donc, je dis encore une fois, on a 2 vaccins beaucoup plus forts, qui même sont actifs contre les variants, ce que n'est absolument pas l'autre. L'autre, j'ai vu l'étude, il est clair, il est moins fort. Aujourd'hui, il y a un endroit où ça chauffe, il faut nous mettre les soignants à l'abri. C'est pour ça que je dis, comme l'a dit d'ailleurs le gouvernement, parce que c'est Jean Castex et ce monsieur qui le dit, il faut vacciner avec les 2 ARN messagers. Julie Graziani, je vous vois prendre des notes. Place au débat, je vais commencer par vous. Alors, est-ce qu'il faut réserver AstraZeneca aux plus jeunes ? Mais en fait, je m'interroge surtout sur les raisons pour lesquelles un vaccin qui a moins 20 points d'efficacité par rapport à ses concurrents reste quand même encore dans la course. Comment cela est-il possible si on était dans le cadre d'une entreprise privée ? Et pourtant, c'est des entreprises privées. Enfin, si on était dans un marché purement privé sans peut-être la pression sanitaire qui incite à prendre un vaccin d'où qu'il vienne et quel que soit son degré de performance, je suppose que ce concurrent se ferait très rapidement distancer. Donc en fait, j'ai envie de creuser plus loin l'explication de Ludovic et lui demander comment c'est ça qu'on a commandé le plus en plus AstraZeneca. Donc ça veut dire qu'on a misé sur le mauvais cheval, entre guillemets. Et l'Europe a mis en cheval. Mais Julie a raison, c'est de 60 à 95%, c'est pas 20 points, c'est 30 points. Mais on le sait depuis le début sur les études, c'est pas une surprise. C'est pas maintenant qu'on le découvre. On sait depuis le début que ce vaccin, qui coûte des fois beaucoup moins cher et qui est une ancienne technologie, rien à voir avec le ARN messager, serait moins efficace. Quand arrive cette pandémie à des endroits où ça tape beaucoup, où il y a des nouveaux variants, les 2 premiers sont beaucoup plus forts, tout simplement. Et donc, si vous voulez, à quoi pourrait servir ce vaccin ? Parce qu'on en a commandé beaucoup, parce que en fait, la France a commandé celui qui est le moins efficace en majorité. C'est clair. Voilà. Donc on s'est planté.
On s'est trompé, mais tout le monde s'est trompé. On fera un comeback à un moment, mais c'est pas fini parce que je pense que cette pandémie est pas terminée. Mais aujourd'hui, protégeons ceux qui risquent de tomber très malades et les soignants. Maintenant, il faut l'immunité collective. Donc il a quand même une efficacité, ouais, à 60%. Donc il faut vacciner les jeunes pour retrouver une vie sociale. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui risquent de tomber malades gravement, on leur laisse l'ARN messager, Moderna et Pfizer. Pour ceux qui doivent avoir une immunité pour qu'on puisse enfin sortir, il faut les vacciner, comme l'avait demandé Jean-Christophe Lagarde, les plus jeunes, avec AstraZeneca. Céline Pic, vous faites partie des plus jeunes. Alors du coup, est-ce que vous vous ferez vacciner avec AstraZeneca? Est-ce que vous dites pareil? Réservons AstraZeneca aux plus jeunes parce qu'il y a des questions sur l'efficacité, sur les effets. Oui, à titre personnel, je me ferais vacciner si on me propose AstraZeneca, parce qu'il faut voir quand même le bénéfice-risque. Oui. On parle de retours qui se comptent en centaines d'étapes grippaux sur des dizaines de milliers aujourd'hui de cas. Donc le bénéfice-risque reste encore positif pour des personnes qui sont jeunes, en tout cas qui ont moins de 60 ans comme moi. Et je pense qu'il faut aussi voir qu'il y avait aussi, j'imagine, dans les commandes qui ont été faites, une histoire de coût et de logistique, puisque ce ne sont pas les mêmes technologies, comme ça a été rappelé. Et dans le cas de l'ARN messager, il y a des contraintes en particulier en termes de température de vaccin qui a fait que l'État a préféré aussi garantir aussi ses arrières en commandant un autre vaccin sur une autre technologie que celui de l'ARN messager. Donc il y a des choses qui se comprennent et je ne pense pas qu'il y ait matière à scandale du fait qu'il y ait un moindre taux. Ce n'est pas rédhibitoire dans le développement d'une palette de vaccins qui peuvent avoir des utilisations différentes et contrastées selon les publics cibles, tout simplement. Et d'ailleurs, je ne parle même pas des effets secondaires. Même dans mon propos préliminaire, j'en ai pas parlé. Parce que bon, il y en a, mais il y a quand même 20% des soignants en Bretagne qui sont vaccinés, qui ont fait les arrêts maladie dans les hôpitaux. Que c'est quand même, voilà, vous prenez quelque chose, mais pas grave, ça passe au bout de 48 heures. Oui, c'est plus une question de réorganisation. C'est pas ça qui me gêne le plus. Ce qui me gêne, c'est protégeons nos soignants et protégeons ceux qui peuvent tomber malades. Ce que j'ai peur, c'est qu'à la fin, il n'y en ait pas assez sur les deux premiers ARN, parce qu'en effet, ils sont plus coûteux. Mais ils ne sont pas plus coûteux par hasard. Ils sont plus coûteux parce que la technique est beaucoup plus chère, elle est nouvelle, et ça a un prix. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'argent, ça c'est clair. Jean-Christophe La notion de coût est primordiale parce que malheureusement, on peut le déplorer, mais cette affaire, on est dans la loi du marché, y compris la santé, y compris la médecine. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas assez de vaccins pour vacciner tout le monde assez vite. Donc dès qu'on peut avoir des vaccins qui en plus nous coûtent moins cher, on les prend. Et effectivement, avec l'idée, l'arrière-pensée, de les réserver aux gens qui sont les moins susceptibles de mourir, disons le mot, de mourir. Vous avez dit qu'aux jeunes, on réserve des vaccins au rabais. Évidemment, la statistique, la statistique, c'est 79% des morts ont plus de 75 ans. Oui. Il y a 1% des morts qui avaient entre 15 et 44 ans. Donc vous pouvez imaginer, entre 15 et 20 ans, 25 ans, disons, pour les jeunes, c'est très petit. Donc effectivement, puisqu'on a ces vaccins-là, autant les utiliser pour les gens qui sont le moins susceptibles d'être victimes. Tout ça me paraît. Sauf que, et c'est là où on est. Je reviens sur ce qu'on se disait la semaine dernière. Le problème, c'est qu'on est toujours dans ce pays centralisé, jacobin, qui fait qu'il ne faut pas qu'il y ait d'exception. Il faut pas. Là, il en faut. Vous voyez, la semaine dernière, on se disputait sur les musées. Là, vous avez bien la preuve que parfois, l'exception régionale, elle est indispensable. Et là, effectivement, je suis d'accord avec vous. Dans l'Est, il faut protéger prioritairement ceux qui en souffrent en ce moment et qui en meurent plus que dans les autres régions. Et ça pose aussi un problème de choix, parce qu'on voit bien qu'il y a une forme quand même de pression sociale, si ce n'est encore réglementaire, pour pousser la population vers une vaccination généralisée à base de passeports sanitaires et autres mesures plus ou moins contraignantes ou plus ou moins incitatives, on les prend comme on veut. Mais pour autant, on n'a pas le choix de son vaccin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans une pharmacie et demander tel vaccin plutôt que tel autre. Pour des raisons de quantité, vous allez convaincre les jeunes qui, eux, développent globalement des formes moins graves de la maladie, des formes plutôt bénignes, donc qui déjà voient peut-être moins l'intérêt de la vaccination, si en plus vous allez leur dire, vous prenez AstraZeneca, qui n'est peut-être même pas efficace contre les variants. Il est efficace, pas contre les variants, mais il est efficace 60%. Mais la jeunesse, qu'il faut leur dire, faisons-nous tous vacciner. Les plus jeunes, donc pas moi, pour tout simplement retrouver une vie. Parce que quand on sera tous vaccinés, ce qu'on disait... Oui, mais si vous leur dites qu'ils ont un vaccin moins efficace. Oui, mais pour eux, ça ira. Parce que pourquoi on se fait vacciner? Pour deux raisons. Pour pas mourir. Ils mourront pas. Et pour enfin trouver une immunité collective qui permettra de retrouver une vie. Il faut tout le monde qui se fasse vacciner, au moins, il faut qu'on arrive à 70% d'immunité, on en a déjà 15%, allez, 45%, on n'en parlera plus. Et encore, on ne parle pas des variants. Mais eux, au contraire, ils sont les plus nombreux. C'est eux qui vont nous aider à gagner la bataille. Il ne faut pas leur dire... Ça s'adapte en suivant les... De toute façon, les posologies des médicaments s'adaptent suivant l'âge des personnes. Là, on a un médicament qu'il faut donner un peu moins fort à ces personnes parce que la pathologie est moins forte. Et d'autres, comme moi, qui la pathologie risque d'être plus forte, on met un autre médicament. Comme ça se passe dans la plupart des médicaments. Mais voilà, c'est pas un vaccin au rabais, c'est un vaccin
c'est un vaccin suivant l'âge et suivant le métier. Attendez, vous voulez dire qu'en augmentant les doses, on augmente l'efficacité, Non, c'est le pas taux ça. d'efficacité? J'ai dit que je mets des médicaments différents suivant les âges. C'est complètement compréhensible parce que d'abord l'immunité n'est pas du tout la même. Un jeune a une immunité beaucoup plus forte. Et pourquoi nos plus anciens sont... Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'immunité. Donc il faut mettre des vaccins qui déclenchent une grande immunité, qui sont l'ARN messager, et les autres qui donnent une immunité qui suffira parce que les jeunes ont beaucoup plus d'immunité et réagissent plus violemment, plus fort par rapport à un vaccin. 65%, c'est le taux de la population vaccinée qui n'attrape pas qui ne contracte pas le virus. Non, parce qu'on disait au début que pour qu'on arrête de se passer les uns les autres, il faut qu'on arrive à 70%. Aujourd'hui, il y a 15% qui ont déjà eu la maladie. Il en manque, donc on fait ça, il en manque 40 ou 45. Ça, les 40-45, c'est les gens qui devront se faire vacciner. Les plus âgés avec de l'ARN messager et les plus jeunes avec l'AstraZeneca. Mais alors, vous dites que les jeunes, ils font partie de ce combat, de cette bataille, qui sont au cœur de la guerre. Oui. Vous nous dites, il faut atteindre cette immunité pour qu'on puisse reprendre une vie normale. Mais à la fois, on n'a pas les mêmes armes. Ça veut dire que les jeunes, encore une fois, on a déjà pas mal tapé dessus en disant, bon, ben, on va vous priver de liberté, on va vous priver de sortie, on va vous priver d'aller à la fac, on va vous priver de voir vos amis, vous priver de voir vos copains. Puis là, encore une fois, on leur dit, bon, ben, on a 3 vaccins pour l'instant, on va vous donner le moins efficace. Comme ça. Faut dire que ce vaccin est efficace pour vous. Qu'est-ce qu'on cherche chez un jeune? Non, mais un jeune, on ne cherche pas à le mettre à l'abri. Il est à l'abri de par sa jeunesse. On essaie juste qu'il ne contamine pas. Alors, on n'a pas beaucoup de résultats, mais enfin, que surtout que tous ensemble, on soit enfin ou tous avec une partie qui est tombée malade et l'autre qui sont vaccinés. C'est le but global. Et le but global, on le fait tous ensemble, avec certains pour les jeunes et d'autres pour les plus âgés. C'est pas compliqué. Céline Pic. J'allais dire exactement la même chose. C'est pas du tout un vaccin en rabais, c'est simplement un vaccin adapté au risque. Il y a toujours un bénéfice-risque. Et aujourd'hui, pour les jeunes, effectivement, il y a très très peu de létalité par rapport au Covid. Et donc, il est assez logique de réserver ce vaccin-là moins efficace pour les jeunes, pour garantir l'immunité collective de l'ensemble de la population. Et ce seuil, il a été rappelé depuis le début. Depuis le mois de mars, on nous dit que l'immunité collective sera atteinte à 70 ou 80%. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le virus ne circulera plus. Voilà. Et donc, on arrête la circulation du virus. Et c'est bien ça l'enjeu pour les jeunes, de pouvoir reprendre le chemin de la fac. Il faut le faire vraiment tous ensemble et rapidement pour éviter qu'il y ait d'autres variants qui, là, donneraient un ARN messager qui est résistant. Et alors là, ce serait une catastrophe. On partirait sur une nouvelle pandémie. Et là, ce serait vraiment... Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très vite. On aura beaucoup d'AstraZeneca. Allez, tous ceux qui n'auront pas de forme grave, AstraZeneca. Tous ceux qui peuvent avoir des formes graves, on prend les ARN messager et nos soignants, on les protège pour qu'ils puissent soigner la population. Vous avez beaucoup parlé, Ludovic Toro. On va voir si ça a été efficace. L'heure du verdict. Convaincu ou pas, Julie Graziani, je commence par vous. Alors, pas pour moi. Le moi, c'était vous. Non, mais c'est pas moi, Ludovic Toro. Mais il n'y avait pas de place pour mettre Ludovic Toro. Donc, on a mis moi. Mais moi, je représente un homme de 62 ans qui est soignant en activité. Voilà, c'est pour les soignants. Bon, je suis convaincue par la démonstration de l'inefficacité du vaccin par rapport aux autres et des problèmes que ça pose. Mon axe, c'était pas l'objectif, je pense. Je me demande ce que Julie va dire là, quand elle commence comme ça. Mon axe, c'est la liberté. En fait, moins le vaccin est efficace, moins l'État est légitime à en imposer ou orienter la population vers le dit vaccin. Donc, je trouve que ça pose un problème à ce niveau-là, y compris pour les jeunes. Donc, pas convaincu. Mais si, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas compris là. Si elle m'a pas compris, mais elle m'a dit qu'elle m'a compris maintenant. Vous êtes convaincu ou pas convaincu? Je suis convaincue. Convaincu. Allez, c'est déjà un point pour vous. On peut je suis pas virée, je reste sur le plateau. Plutôt convaincue, oui, convaincue. Et je pense qu'il faut adapter effectivement les posologies, les vaccins et avoir une stratégie vaccinale globale en fonction des publics concernés. Jean-Christophe Buisson? Totalement convaincu. C'est un sans faute. Mais I have a dream. Si on avait tous l'ARN pour tout le monde, je serais pour tout le monde. Mais là, tout simplement, on s'adapte, on fait dans l'urgence. Après, on fera un état des lieux. Bon, voilà. Sans faute pour vous, en tout cas, Jean-Christophe Buisson. On va voir si Julie Graziani remporte le même succès. Plus de contrôle, plus de police, c'est votre position après la prise à partie d'une patrouille de police à Poissy dans les Yvelines. C'est samedi après-midi. La vidéo a suscité beaucoup de réactions. On va la regarder et vous nous expliquerez après votre position. Tuez-les! 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 Ouais!
Alors cette vidéo, elle a été diffusée par le syndicat indépendant des commissaires de police. Je replace juste avec un message adressé à la défenseur des droits qui avait proposé d'expérimenter des zones sans contrôle dans certains quartiers où, selon elle, c'était plus supportable pour les jeunes. Et l'idée, c'est d'apaiser la relation entre les jeunes et la police. Ces habitants ont droit à la sécurité. Voilà ce que dit ce syndicat. Et vous êtes sur la même ligne, Julie Graziani. Pas question d'alléger les contrôles. Au contraire, il faut les renforcer. Vous avez 90 secondes. Oui, effectivement, il y a des fois où le hasard du calendrier est contre vous. Alors, imaginez, vous êtes défenseur des droits, vous soutenez une proposition audacieuse qui consiste à expérimenter, en effet, des zones de non-contrôle d'identité, dans le souci louable de mettre fin aux discriminations dont se plaignent des jeunes, et en se disant que, de cette manière-là, on cessera de faire les contrôles aux faciès, qui sont des choses qui nous répugnent tous à l'évidence. Et puis, patatras, à peine 3 jours plus tard, nous avons dans certains quartiers où certains jeunes, puisqu'on ne comprend pas très bien ce qu'elle visait, mais la précaution oratoire de certains quartiers et certains jeunes nous incite à penser qu'elle visait des quartiers où il y a des problèmes. Eh bien, dans les 10 quartiers, voilà une patrouille de police qui se fait guet-apéniser, caillassés sur fond d'appel au meurtre, vous les avez entendus dans la vidéo. Donc il y a un moment donné, il va falloir arrêter d'envoyer des messages contradictoires. Quand en 2018, Gérard Collomb dresse la liste des quartiers de reconquête républicaine, qui ne sont d'ailleurs qu'une petite portion des zones urbaines sensibles, c'est bien pour y envoyer plus de police. Plus de police, c'est plus de contrôle, c'est plus d'investigation. Donc on ne peut pas à la fois, côté gouvernement, dire nous allons, sur un ton martial, reconquérir ces quartiers, qui mérite de l'être à l'évidence quand on voit ce qui s'y passe, tout en continuant à broder sur le thème des discriminations et de l'arrêt des contrôles éventuellement pour pas fâcher. Alors faut-il renforcer encore davantage les contrôles? Place au débat, Céline Pic. Alors, je pense que c'est d'abord lutter contre les contrôles aux faciès, c'est un vrai enjeu. Je pense que la proposition de Claire Hédon est une fausse bonne idée. La vraie bonne idée, c'est de faire ce que beaucoup d'ONG et d'associations demandent depuis longtemps, c'est-à-dire de mesurer qui contrôle qui et d'avoir un récipicé en cas de contrôle aux faciès, d'avoir des caméras embarquées et qu'on puisse ensuite se mettre autour de la table pour essayer d'apaiser ces relations entre les populations et la police et savoir quelle est l'ampleur de ces discriminations, de ces contrôles aux faciès de façon systématique qui peuvent être contre-productifs puisque ça génère un sentiment de crispation, d'humiliation envers ces populations et en fait les choses vont de mal en pis au lieu de s'apaiser et donc vraiment de mesurer le nombre de contrôles qui sont les contrôles aux faciès qui sont faits, c'est une demande que les associations, que les ONG, comme la Ligue des droits de l'homme et plein d'autres, demandent depuis des années et des années. On l'a presque eu en 2016, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'époque de Cazeneuve, où il y avait ce projet qui était de donner un récipicé pour chaque contrôle. Je pense que ça devient urgent pour pouvoir essayer de combler le fossé qui se creuse aujourd'hui entre la population qui dénonce des violences policières, des contrôles aux faciès systématiques et puis une police mise en difficulté dans une escalade du tout répressif. Pour apaiser les relations, il ne vaut pas mieux effectivement vérifier les contrôles aux faciès, lutter contre les contrôles aux faciès avec des récipicés plutôt que de renforcer les contrôles? Il y a aussi les contrôles abusifs d'ailleurs, ça existe. Les contrôles abusifs ne sont pas tous discriminatoires, même si tous les contrôles discriminatoires sont abusifs pour le coup. Mais je ne voudrais pas qu'on surévalue l'impact de la discrimination dans le travail des policiers. Je trouve qu'on a tendance à braquer beaucoup le projecteur sur cette réalité. Je suis tombée sur une étude intéressante. C'est Emmanuel Macron lui-même qui a braqué le projecteur dessus en reconnaissant. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression que, à la faveur des moments politiques dont il faut s'emparer pour flatter telle ou telle catégorie de l'électorat, tout à coup, je parlais de 2018 des quartiers de reconquête républicaine, et puis tout à coup, on va braquer le projecteur justement sur la discrimination parce que interview abrupte, etc. Mais justement, revenons à la réalité. Je suis tombée sur cette étude passionnante. Elle date de novembre 2020. Elle a été réalisée par le CREDOC à la demande du commissariat général de l'observation des territoires. Et elle démontre sur un panel de Français interrogés que 50% des Français interrogés associent ces quartiers dits de zones sensibles à l'insécurité, tandis que seulement 14% les associent à l'immigration. Ça veut dire que dans l'esprit de nos concitoyens, majoritairement, c'est le sujet de la sécurité. C'est pas du tout le sujet de l'immigration où ça l'est très minoritairement. Donc ne surjouons pas la discrimination, là où les gens sont avant tout preneurs de sécurité et demandent à ces jeunes
un comportement respectueux. La discrimination, elle est là. Les chiffres, toutes les études le disent. 2017, défenseur des droits, un jeune homme perçu comme noir ou arabe a une probabilité 20 fois plus élevée. Et la Cour de cassation l'a reconnu en condamnant l'État. Donc il n'est pas question de nier la réalité des discriminations au faciès. Elles existent. Et il est simplement question de ne pas bâtir une politique sécuritaire à partir de ce seul biais. Jean-Christophe Buisson ? Ouais, c'est compliqué parce qu'on est au bord de la ligne sur les statistiques ethniques. Quand des policiers arrêtent 20% de plus de Noirs ou d'Arabes, c'est aussi parce qu'ils sont parfois dans des zones où 90% de la population est noire ou arabe. Ça ne veut pas dire que c'est des zones de délinquance. Est-ce que c'est pas une double réalité, mais discrimination? on ne peut vous pas avez le une dire discrimination sociale, une discrimination mais bien sûr, mais ça, à tous les niveaux. Mais bien sûr, mais après on peut remonter. Pourquoi il y a 90% dans ces zones-là? Parce que certains sont partis. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'ils ont fui ou parce que le lieu ne leur plaisait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans certains quartiers, c'est la double peine. Non seulement vous avez des quartiers où vous avez des taux de chômage qui explosent, et en plus de ça, vous faites plus contrôler parce qu'il y a de l'insécurité. Oui, mais la double peine, voilà. Alors le sujet, c'est quand même... On est en train de laisser entendre une petite musique qui laisserait penser que c'est la police qui est à l'origine de la délinquance d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'il faudra des zones où il n'y a pas de policiers, donc des zones de non-droit, des zones où on considère que la police n'a pas lieu de s'y rendre, donc laisser dans une situation sans police, ce qui est quand même une défaite de la République. Moi, je pense que tous les policiers doivent pouvoir aller dans tous les territoires de la République. Pourquoi il y a ces contrôles? Là, on parlait des contrôles d'identité. La défenseur des droits dit... Les contrôles d'identité à 95% sont inutiles. Mais d'où sort-elle cette statistique? À quel moment on peut dire que 95% des contrôles d'identité sont inutiles? Inutile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui ont été contrôlées ne sont pas des délinquants. Mais le contrôle d'identité ne sert pas qu'à cela, sert aussi à faire du renseignement, puisqu'il n'y a plus de police de proximité. C'est parfois les contrôles d'identité. Quand vous avez dans le même endroit, qui est par exemple en lieu de trafic de drogue, la même personne que vous trouvez tous les jours, 3 fois par jour, on peut avoir légitimement un petit doute sur sa présence au lieu d'être à tel ou tel autre endroit. C'est aussi ça, ce travail que fait la police. Et par ailleurs, le vrai problème, c'est pas la police, c'est la justice. Tant que les délinquants avérés, arrêtés, interpellés, jugés et libérés ne sont pas condamnés à certaines peines et reviennent le lendemain narguer les policiers qui les ont arrêtés parce qu'ils ont commis une infraction ou parce qu'ils allaient commettre une infraction ou un délit, mais tant qu'ils pourront revenir le lendemain narguer les policiers en disant mais moi je suis toujours libre tous les jours, les policiers d'une certaine manière n'ont comme arme que ça, qui peut parfois effectivement relever du harcèlement, relever du contrôle de faciès, à partir du moment où on considère qu'il y a des faciès, mais moi je pense que c'est interdit de considérer qu'il y a des faciès, donc, ou alors on fait des statistiques ethniques, il n'y en a pas. Donc je vois pas à quel moment on peut dire après, que c'est du faciès. D'ailleurs, on sent l'embarras mots. sémantique sur ces questions, parce qu'on sent bien que quand la défenseur des droits dit certains quartiers, ou certains jeunes, elle-même, elle est embarrassée pour qualifier. Ludovic Toro. Comment imaginer pouvoir proposer dans notre République des zones de non-contrôle? Ça devrait même pas se poser le problème. C'est une expérimentation. Mais il n'y a pas d'expérimentation. C'est pour apaiser la situation. Mais il n'y a pas... Attendez. Allez voir les citoyens qui habitent dans ces endroits et demandez-leur. La Poste s'est retirée. Tous les services administratifs se sont retirés. Et maintenant, on retire la police. La zone de contrôle qui aboutira à une chose. Marie Mescam, qui est responsable de SOS Racisme et qui était notre invitée tout à l'heure, prenez un exemple. Une étude qui a été menée à New York. Dans certains quartiers où on a expérimenté ça. Pas de zone de contrôle. Et... conséquence, on n'a pas noté de hausse de la criminalité. Ah bah, écoutez, elle a baissé ou pas? Attendez, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe dans notre pays depuis des mois et des mois? La zone de non-contrôle fera quoi? C'est que les délinquants qui représentent une minorité iront dans ces zones de non-contrôle. Ces zones de non-contrôle où on vend des drogues à tous les jours, je sais pas combien, où il y a des gens assis qui font le guet, on va les faire en non-contrôle. C'est une blague. Est-ce que vous croyez que le citoyen qui habite là-bas veut un non-contrôle? Non, il veut retrouver, il doit être en égalité de traitement. Je voulais y venir, parce qu'on parle de certains jeunes et de certains quartiers, encore une fois. Mais c'est 10% de la population française quasiment qui vit dans ces zones urbaines sensibles. Et il n'y a pas 10% de la population française qui sont des délinquants. Donc ça veut dire que dans les habitants de ces zones urbaines sensibles, il y a des gens qui souffrent de cette situation. Et que si ce ne sont pas les policiers qui viennent contrôler davantage, ils seront soumis au contrôle des trafiquants de drogue, comme l'a montré une enquête de France Info, France Bleu Marseille, qui recueillait le témoignage des habitants qui disaient on se fait contrôler par les trafiquants. Ils ouvrent notre voiture pour vérifier qu'on n'a pas de policiers cachés dans notre coffre. On en est là. Non, mais là, je voulais répondre à ce que vous disiez, c'est par rapport au contrôle aux faciès. On ne peut pas mélanger une politique de lutte contre la drogue qui est tout à fait légitime et puis des contrôles aux faciès qui sont faits de façon assez systématique. Et les chiffres sont assez clairs, en particulier le chiffre qui a été cité,
20 fois plus de chances d'être contrôlés. En pratique, je vais vous parler de mon cas personnel. Moi, j'ai grandi à Évry. J'ai jamais été contrôlée. Et pourtant, j'ai pris des milliers de fois le Qui a RERD. été contrôlé? Je n'ai jamais été Hors contrôlée. couvre-feu, hein. J'ai des amis d'enfance Hors qui s'appelaient couvre-feu. Mohamed et qui ont été régulièrement contrôlés tous les 3 mois. Tous les 6 mois, ça c'est la réalité des choses. Ce chiffre-là, ce chiffre de 20 Non, j'ai même pas fois, été contrôlée pendant le couvre-feu. c'est quelque chose qui est profondément humiliant, Oui, profondément je suis d'accord. stigmatisant Oui, je et qui suis donne de la d'accord. colère. Qui Vous donne de avez la raison. colère à ces jeunes-là. Non, mais Et j'avais un ami qui s'appelait Mohamed, lui était contrôlé systématiquement quand moi je ne l'ai jamais été, Moi, vous avez habitant raison. à Évry, dans un quartier. Mais c'est devant les- Juste pour illustrer, Soyons extrêmement clairs. juste Oui. pour Donc, on illustrer, ne contrôle Jean-Christophe pas, Buisson, on ne est-ce que lutte vous pas avez déjà été contre la On va mettre des zones, les oui, on va politiques mettre des zones. de. Ah, mais j'ai Ah, pas dit ouais, que ouais, je ouais, mais je vais mettre des cette zones, là. zone-là. Des zones où on ne pourra J'ai pas dit. aller. J'ai dit simplement faisons cesser ces contrôles au faciès Mais ce sont et pas que des les contrôles C'est des polices. zones, non, c'est Non, des mais zones par de rapport- non-contrôle par qui veulent rapport- mettre en place. Et si vous Et partez j'ai du dit principe que que j'étais ce pas sont des d'accord. contrôles, J'ai dit que ça j'étais Ça veut dire pas- qu'il n'y a plus personne. Non, Plus j'ai pas personne. dit ça. Et vous avez J'ai raison. dit de Vous donner avez- des récipicés et qu'on mesure exactement Mais ce ils que ont fait la des- police ils auront aujourd'hui tous dans des ces caméras quartiers embarquées. en termes de Oui, ça oui, fonctionne oui, pas, les contrôle La nature, vous avez raison. et de savoir Mais- qui est contrôlé combien Oui, de mais fois la nature humaine et où est on faite en est. d'une Et je façon pense que qu'il faut si on met créer plus ce lien de confiance. Et aujourd'hui, quand on parle de justice, j'aimerais quand même qu'on parle aussi de la justice par rapport aux échecs répétés de l'IGPN par rapport à la question des violences policières. Il faut comprendre aussi cette colère des jeunes. Cette colère des jeunes, elle demande la justice, mais elle demande la justice pour tous et pour toutes. Non, mais- Et aujourd'hui, dans ces quartiers, il y a besoin de combler ce fossé grandissant entre les populations et la police et que la police fasse son travail correctement pour qu'elle Mais- soit ensuite respectée. mais je suis- Comment non mais effectivement, pour rebondir, comment faire en sorte que la police soit respectée à partir du moment où vous notez, où ces jeunes, vous êtes élu en Seine-Saint-Denis, donc Oui. vous savez bien comment ça se passe, Oui. où ces jeunes ont le sentiment d'être discriminés. On a fait, je vais faire un rapide tour de table, j'ai essayé en tout cas parce que vous étiez parti sur votre argumentaire. En faisant le rapide tour de table, on est quand même 4 autour de la table, excepté vous, Jean-Christophe Buisson, on est 4 autour de la table à n'avoir jamais été contrôlés. On est Non, tous blancs, on n'a pourquoi jamais pas- été contrôlés. par rapport à- Or- si, blanc. or- Moi, j'ai été contrôlé hors toute ma... couvre-feu. Enfin, je veux dire. Hors couvre... mais Un écoutez, contrôle mais je suis d'identité médecin, donc le d'identité couvre-feu, dans c'est la l'avantage. Ah Les non, sagers, je j'ai veux déjà dire, été un contrôlé. contrôle d'identité avec fouille Oui, et palpation, oui, oui. c'est parfaitement Si. humiliant, c'est Mais parfaitement je l'ai eu, discriminant. Et je ça, vous ne l'ai promets jamais que je l'ai eu, je peux vous dire quand, c'est une ville voisine, j'avais fait une petite bêtise au niveau du code de la route, d'accord. Je me suis retrouvé les mains sur le capot. Et voilà, ils m'ont vous avez fouillé. fait une bêtise. Vous aviez fait une Bah oui, mais bêtise. tout le monde, on peut faire des bêtises. quoi, oui, oui, je l'ai Ah, non, fait. non, J'ai non, fait une je bêtise. disais, parce que si on inclut les contrôles routiers, je me suis fait Non, contrôler non, aussi. Non, non, on mais- parlait là, non, on mais une parle fouille de au contrôler corps. dans la rue, Une fouille non. au- On Je l'ai parlait eu, des une fouille au corps contrôles avec les mains. inopinés, contrôle d'identité Mais inopiné, oui, mais madame, palpation. vous avez raison, mais le juste comme problème, ça, sans on peut pas rien. mettre des zones. Sans Il est rien. impossible de mettre des zones en disant ici on ne va pas Non, contrôler. mais j'ai pas dit. J'ai Oui, dit mais que c'est ça j'étais le pas sujet. d'accord. C'est ce qu'elle a dit. J'ai dit que j'étais pas Oui, mais d'accord c'est la avec ça. demande. Oui, mais Par c'est- contre, on évacue un problème dont on parle depuis 10 ans, qui est qu'est-ce qui se passe par rapport au contrôle aux faciès. Et c'est vraiment quelque chose qui fracture ces populations, de sentir cette discrimination, ce harcèlement. Et ce qui s'est passé dans le 17e contre Marc... j'ai un trou sur la vidéo de Brut. C'est un problème, c'est que ce Oui, mais- sentiment de colère, la police... D'accord, mais Céline, Mais- comment vous êtes sûre, enfin on va dire sur 10 contrôles inopinés, comment vous êtes sûr que c'est motivé par une véritable intention discriminatoire du policier et que c'est pas tout simplement motivé par son travail de renseignement ou d'enquête dans tel ou tel quartier? Enfin, je veux dire, comment vous le démontrez? Il faut être dans la tête du laissons les policier pour le chercheurs. savoir. Le problème, c'est que là, on n'a pas de mesure. C'est-à-dire que les chercheurs Ben voilà. savent faire leur travail s'ils avaient des chiffres. Et s'ils avaient des chiffres pour savoir combien les gens étaient contrôlés, combien de fois, en fonction de leur lieu de résidence, par exemple, en fonction, effectivement, d'un certain nombre d'indicateurs, après, on pourrait Oui, faire mais des pas de études leur statistiques. Mais pas de Alors leur attendez, parce qu'il Comme y a c'est d'autres dans ces zones urbaines thématiques que se qu'on aimerait concentre la aborder ce majorité des... soir. Non, mais Il y a juste comme d'autres c'est dans ces thématiques zones dont on va urbaines parler que j'ai la déjà. majorité Ils des sont capables trafics. d'utiliser les chiffres. Mais Je dis que là, on non, n'a mais pas c'est de l'intérêt de la thermomètre. On va police de clore le débat. Non, mais il y a proximité. d'autres Déjà, thématiques vous très connaissez les gens. intéressantes, La très police de- intéressantes On n'a pas de à chiffres. évoquer. On n'a pas de Alors vous chiffres. savez quoi? On arrête. On va savoir si vous avez été convaincu ou pas. C'est l'heure du verdict. Alors, faut-il renforcer encore davantage les contrôles? Ludovic Toro, tiens. Il est hors de question en France de mettre des endroits où on ne contrôlerait pas. C'est hors de question. Est-ce qu'il faut faire le plus? Il faut mettre. En fait, il n'y a pas assez de police, donc ils contrôlent un peu plus. Maintenant, il y aura des caméras embarquées. Je pense qu'un lieu où on sait qu'il y a beaucoup de délinquance, il faut plus contrôler. Un lieu où il y a moins de délinquance, on contrôle moins. C'est tout simplement pour justement faire diminuer le problème de délinquance. C'est pas sorcier. Donc c'est un convaincu. Céline Pic. Est-ce Même qu'il pour faut filer. plus de contrôle? Non, je ne suis pas convaincue. Moi, je suis pour surtout une police qui fasse correctement son travail. Jean-Christophe Buisson.
Bien sûr que je suis convaincu qu'il faut plus de contrôle, mais encore une fois, pour moi, le problème, c'est qu'il faut plus de justice après les contrôles, quitte à ce qu'il y ait des caméras embarquées, à ce qu'il y ait des récépissés. Moi, je ne suis pas contre, parce que ça montrera que la police fait son travail très correctement et que la police, aujourd'hui, est la victime, non seulement d'agressions comme on a vu à Poissy, mais aussi d'une atmosphère culturelle qui lui est très désagréable dans la musique. Vous avez parlé de ce producteur de musique, mais quand vous écoutez la musique de certains jeunes gens qui appellent à tuer des policiers, à les caillasser, il ne faut pas s'étonner de voir ce qu'on voit à Poissy aujourd'hui. Donc la police est déconsidérée par ces gens-là, alors qu'il y a un besoin d'autorité demandé, ce que soulignait Julie Graniani tout à l'heure, par les populations qui souffrent. Non. On va s'arrêter là, on va voir si vous serez aussi passionné, enflammé sur le prochain débat. Tout autre chose. Il est question de foot, de sexisme, de religion. Céline Pic, vous avez été choquée par cette vidéo lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs qui avait lieu au Qatar. C'est un membre de la famille royale qui semble refuser de saluer 2 arbitres femmes. Le comité d'organisation plaide le malentendu, évoque des raisons sanitaires. Gianni Infantino, le président de la FIFA, dit qu'il n'a jamais demandé à ces 2 arbitres femmes, là on le voit en train de discuter avec elles, de ne pas aller saluer le cheikh. Eh bien ça ne vous convainc pas, pour vous c'est du sexisme. Et c'est pas qu'une question d'islam, ce sont toutes les religions que vous visez. Vous dites les religions n'aiment pas les femmes. Alors allez-y, vous avez 90 secondes pour convaincre. Alors donc la réponse du Qatar est parfaitement scandaleuse, parce qu'en fait on sait très bien que c'est du sexisme caractérisé. Je suis choquée mais pas surprise. Je suis pas surprise, pourquoi? Parce que la plupart des religions, toutes les religions même en fait, ont comme dogme vraiment les institutions religieuses tendent à promouvoir un modèle de famille qui soit un modèle de famille traditionnel dans lequel la femme effectivement est enfermée dans 2 archétypes. Je dirais que soit la femme dans la religion est une mère, c'est-à-dire l'épouse d'eux, et puis elle est destinée à donner des enfants à son époux, ou bien elle est une dépravée, une souillée, si elle est indépendante. Et là, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est une femme indépendante, une femme libre. C'est quelque chose que les théocrates qataris ne supportent pas. Et ça posera des problèmes l'année prochaine pendant le mondial du Qatar, parce que le Qatar, comme toute la péninsule arabique, ont des lois qui sont des lois obéissant à la religion. Et la religion est un ennemi des femmes, et on pourrait faire exactement le même raisonnement sur la religion catholique ou l'ensemble des religions qui assignent les femmes à un destin soit de mère, soit de mère ou putain. En fait, c'est souvent un archétype dans lequel... C'est plutôt soumise, quoi, pour reprendre. Plutôt soumise, voilà, plutôt, parce que j'aime pas trop ce terme qui est aussi très stigmatisant, mais en tout cas... plutôt soumise, c'est exactement ce qu'on attend aujourd'hui d'une femme à l'intérieur des religions. Et je pense que c'est pour ça que le féminisme s'est toujours opposé aux religions, sans stigmatiser nécessairement les croyants et les croyantes de ces religions, ce qui est 2 choses complètement différentes. Ce sont les institutions religieuses dont je parle ce soir. Fin du chrono. Dieu préfère-t-il les hommes, Jean-Christophe Buisson? Voilà, c'est confus tout ce que vous dites. D'autant que ce discours que vous tenez, qui est digne du petit père Combe, la petite mère Combe, je vais vous appeler, serait peut-être possible il y a 2, 3 siècles, 4 siècles, que les religions à l'origine ne font pas forcément une place privilégiée aux femmes, même si ça se discute parce que c'est l'interprétation. Là, vous avez parlé de dogme, c'est absolument pas un dogme de dire que la femme, d'ailleurs, vous trouvez dans des textes, par exemple catholiques, que vous n'avez pas l'air d'aimer, l'idée que l'homme et la femme sont égaux. Mais ça, je pense que vous ne les avez pas lus. Le fait est qu'ensuite, les églises, qui sont des mini-sociétés, se sont construites avec parfois une place de la femme qui était effectivement pas forcément privilégiée. Mais tout ça a évolué. Aujourd'hui, il n'y a qu'une religion au monde qui ne veut pas qu'une femme salue un homme, lui serre la main, c'est l'islam. Je suis désolé de vous le dire. Vous ne verrez aucun pays catholique ou protestant ou en Israël où on empêche, dans une manifestation comme une Coupe du Monde de foot, une femme arbitre de saluer un responsable politique de ce pays. Donc il ne faut pas se voiler la face sans mauvais jeu de mots. Cette affaire-là concerne l'islam. Après, si vous voulez qu'on fasse un débat théologique sur ce que dit Saint Paul ou Saint Augustin, qui disent pas la même chose sur la place de la femme dans l'Église, on peut y aller, mais je suis pas sûr que ça passionnera vraiment nos téléspectateurs. Je vais répondre. En fait, je vais pas parler des textes parce que je les connais pas. Je vais être très clair avec vous. Je vais parler des institutions religieuses et comment elles œuvrent politiquement pour mettre les femmes à leur place, c'est-à-dire à une place inférieure aux hommes. Et la religion catholique n'a pas évolué tant que ça. Et je vais vous prendre un exemple extrêmement concret et extrêmement
extrêmement incarné, c'est-à-dire cette semaine, aujourd'hui, le 18 février, il y aura à l'Assemblée nationale l'examen d'une proposition de loi veillant à rendre effectif le droit à l'avortement pour toutes les femmes en France. Et ça prévoit davantage de centres d'orthogénie, que les sages-femmes puissent pratiquer des IVG, etc., etc. Cette proposition de loi, elle a été votée à l'Assemblée nationale, elle est repartie ensuite au Sénat, elle revient à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, En Marche, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire sur cette proposition de loi qui permettrait d'empêcher 5000 femmes aujourd'hui d'aller avorter à l'étranger. Et la droite catholique, la droite catholique, en particulier un certain nombre de députés, Marc Le Fur, proche de la Manif pour tous, a déposé plus de 70 amendements. Il y a 432 amendements qui ont été déposés pour faire planter cette proposition de loi. Ça s'appelle de l'obstruction parlementaire. Et cette proposition de loi sur l'IVG ne sera certainement pas, sauf si les députés En Marche et les députés de la majorité gouvernementale qui sont donc tous catholiques. saisissent. Je ne sais pas. En fait, pour l'instant, ils sont silencieux. Donc on attend, parce que cette proposition de loi est portée par le PS. Et en tout cas, les députés des Républicains, et en particulier des députés proches de la Manif pour tous, aujourd'hui font de l'obstruction parlementaire avec ces 432 amendements pour empêcher les femmes de pouvoir accéder à ce droit fondamental qui est le droit d'avorter en France dans de bonnes conditions. Et ça, c'est aujourd'hui ce que représente pour moi l'Église catholique, c'est la Manif pour tous. Ce sont des manifs lesbophobes, homophobes, qui sont contraires aux droits des lesbiennes, en particulier sur la PMA pour toutes. Là aussi, l'Église catholique, comme les religions musulmanes, sont les ennemis des femmes. Julie Graziani, je vois que vous trépignez d'impatience de réagir. Non, je suis heureuse de cette occasion qui m'est donnée de dissiper un malentendu. Oui. Parce que si l'Église et dans son sillage beaucoup de femmes en conscience, pas pour des raisons religieuses, moi c'est mon cas, c'est en conscience, s'opposent à l'avortement, c'est pas pour embêter les femmes, c'est pas pour contrecarrer un droit, c'est tout simplement, Céline, pour préserver la vie de l'enfant à naître. Vous voyez, c'est parce qu'ils considèrent qu'il y a un autre droit à préserver. Mais c'est là où est le problème, ça c'est mérite que, en fait, mon corps, mon choix, ça a été le combat des années 70, c'était il y a 50 ans, pour expliquer que, en fait, Oui, mais voyez, c'est pas si simple. Ce n'est pas un enfant, en fait. Céline, le problème, c'est qu'avant d'être... Ça, je pense que même les scientifiques sont d'accord aujourd'hui avec ça. Ça, c'est vous qui le dites. Donc, il y a une loi aujourd'hui... L'avortement, avant d'être un droit... Là, il y a une loi. Non, mais j'ai pas fini. Il y a une loi, en fait, et la question, c'est de respecter cette loi. Oui, d'accord. La loi, on a le droit d'avoir une liberté. Alors, on va peut-être juste laisser Julie Graziani parler et s'expliquer. Il faut être précis. Non, il faut être précis sur cette question. C'est votre choix personnel, mais vous ne pouvez pas l'imposer aux autres femmes. Avant d'être un droit, que vous le vouliez ou pas, sinon ça ne ferait pas débat depuis si longtemps, c'est un dilemme moral. Donc il y a un sujet moral. Ensuite, vous avez oublié de préciser quelque chose qui était quand même important pour tous nos téléspectateurs, c'est que dans cette loi qui vient en ce moment en débat à l'Assemblée nationale, il y a une disposition qui prévoit qu'une femme pourrait avorter jusqu'au 9e mois pour détresse psychosociale. Pour détresse psychosociale. Alors, je vais quand même juste resituer un petit peu le débat parce qu'on ne va pas bifurquer sur l'avortement. Essayons de recentrer. Non, mais juste essayons de recentrer quand même un peu le débat. Vous avez donné un exemple, on l'a évoqué. Mais vraiment, sur cette thématique, est-ce que les religions n'aiment pas les femmes? Parce que c'est votre propos, c'est ce que vous dites. Et toutes les religions? Mais vous avez procédé par affirmation, mais pas par démonstration. Et effectivement, moi, j'avais un peu l'impression qu'on enfilait les stéréotypes, là, comme on enfile des perles. Alors, en fait, vous avez instruit à charge. Permettez-moi d'instruire à décharge. L'Église catholique a été une des premières à déclarer docteur de l'Église, bien avant que la République déclare des femmes docteurs de l'université. C'est l'Église catholique qui a imposé, dans une société romaine, païenne, qui se fichait bien du consentement des femmes. C'est l'Église catholique qui a lutté contre l'infanticide, qui faisait de la peine aux mères, sans doute avant tout. Polygamie, qui a imposé, j'allais y venir, qui a imposé le consentement mutuel des époux, qui était libérateur pour la femme, qui a refusé la polygamie, qui était aussi un moyen d'oppression de la femme. Donc l'Église a fait beaucoup regarder les choses peut-être d'une manière plus nuancée, voyez, plus sur les temps. À la contraception, et regardez à l'avortement, aussi, un autre, Céline,
termine. Non, mais je vous ai déjà expliqué pour l'avortement. Un dernier exemple. Sous la Troisième République, qui s'opposait au droit de vote des femmes? C'est pas l'Église, c'était les radicaux socialistes, parce qu'ils considéraient que les femmes, justement, étaient trop sous l'influence des curés. Ça, je suis d'accord avec vous, mais ça prouve pas... Et Benoît XV on va juste terminer le tour de table on va donner la parole à Ludovic Toro, parce que vous n'êtes pas encore exprimé sur le sujet. Ludovic Toro. Vous savez, vous parlez des religions, c'est l'inégalité homme-femme, mais c'est l'histoire de notre monde et de notre société. Je veux dire, ça a suivi tout ce qui s'est passé. Je veux dire, est-ce qu'on a aujourd'hui l'égalité homme-femme, mais en dehors des religions? Bien sûr que non, tellement que les législateurs ont fait une loi en 2014. Est-ce que cette égalité, elle n'y est pas? Dans la société, elle n'existe pas. Les religions ont suivi ça depuis le début, mais les religions avancent quand même. Vous remarquez qu'au niveau des catholiques, le pape François a nommé quelqu'un au gouvernement, une femme pour la première fois. Au niveau de la communauté juive, il y a une communauté juive libérale qui est d'ailleurs majoritaire aux États-Unis, où il y a égalité hommes-femmes. Et pareil pour les musulmans, maintenant il y a des aumôniers qui vont dans les prisons et qui sont musulmans. Ça va avancer. Très très loin de la parité. Non mais je sais bien. Mais attendez, je dis pas qu'il y a une parité. 2 ou 3 rabbins, en France. Je suis d'accord avec vous. Donc les institutions religieuses sont tenues par des hommes. Mais ce n'est pas seulement la religion qui fait une différence entre l'homme et la femme. C'est notre histoire depuis le début. Sinon les législateurs ne sont pas en train d'essayer de faire des lois pour dire oui, vous gagnez moins et tout ça. C'est un ensemble de notre société. Alors je dis simplement qu'effectivement, les inégalités hommes-femmes et ce qu'on appelle le patriarcat, effectivement, existent depuis des millénaires. Mais les religions ont une place particulière pour maintenir en place ce patriarcat. Alors, qu'avez-vous pensé de cette discussion? Allez, l'heure du verdict. J'ai terminé par vous, je commence par vous. Ludovic Toro, convaincu ou pas? Waouh, pas convaincu. C'est tout? Pas de développement? Pas convaincu? Si, les religions n'aiment pas les femmes, on ne peut pas sortir ça comme ça. C'est tellement monstrueux. La société, même celui qui n'est pas religieux, il n'avance pas puisqu'on fait des lois. Et vous verrez que les religions vont avancer tout doucement, parce qu'ils suivront l'évolution de l'humain, tout simplement. Julie Graziani. Non, pas convaincue. Enfin, la démonstration était beaucoup trop brute de décoffrage, si vous voulez. Ça manquait trop de nuances pour qu'on puisse... même chercher un chemin pour essayer de se comprendre. Là, non, faut revoir le sujet et mettre de la nuance. Moi, je pense que ça manque de nuance aussi, votre analyse de l'avortement. Là, on a fait le débat. Okay. On l'a clos. On va terminer avec Jean-Christophe Buisson. Pas convaincu, et puisque vous avouez très aimablement que vous n'avez pas lu les textes, je vous invite à lire les textes qui parlent de Déborah, de la Vierge Marie et de Aïcha, et vous comprendrez que parfois les religions aiment les femmes. Bon voilà, 3, pas convaincus. Merci Céline Picq en tout cas pour cet argumentaire. Notre dernier sujet ce soir, il est question de mollesse. Marine Le Pen, trop molle, c'est ce qu'avait dit Gérald Darmanin lors de son débat avec la présidente du Rassemblement national. Attention, vous dites, Jean-Christophe Buisson, parce que voilà, Gérald Darmanin, un coup, il va à droite, voire à l'extrême droite, et puis un coup, il va à gauche, et du coup, ça entretient la confusion. Et ce que vous dites, c'est qu'il est en train de devenir un boulet pour Gérald Darmanin. Tiens, on va encore l'écouter aujourd'hui au sujet de Marine Le Pen. L'argument moral contre le Front National, un argument important, bien sûr que Mme Le Pen est un ennemi de la République, mais il ne suffit pas. Quand des millions de Français votent pour le Front National, il faut aussi prendre le Front National au sérieux. Et chacun peut constater, je crois, au débat, que Mme Le Pen n'avait pas progressé, me semble-t-il, ni dans la connaissance des chiffres, ni dans le sérieux de ses propositions. Un boulet, donc, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur pour le président. Allez-y, vous avez 90 secondes. Alors, Gérald Darmanin est un ministre aux ambitions avouées qui a bien compris le rôle que lui a signé Emmanuel Macron dans sa stratégie électorale, c'est de garder ou de conquérir l'électorat inquiet de l'insécurité qu'il y a dans le pays, qui n'a pas été vraiment une priorité de ce quinquennat jusqu'à maintenant pour Emmanuel Macron. Alors, dans cette optique, effectivement, Gérald Darmanin va très loin, quitte à fâcher des électeurs ou des élus de La République En Marche. On l'a vu effectivement lancer à Marine Le Pen, qui l'a trouvé trop molle dans son discours contre l'islam radical, être plus mariniste que Marine, il fallait quand même oser. Pour autant, Gérald Darmanin ne veut pas totalement hypothéquer son avenir politique en renvoyant une image de lui qui serait exclusivement droitière. C'est pour ça qu'il envoie aussi des messages qui sont complètement à rebours de celui Christophe Buisson, je vais vous interrompre à 53 secondes. On reprendra votre argumentaire parce qu'on parle de Gérald Darmanin. Eh bien, il est présent, il est sur le terrain aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur, on l'a beaucoup vu dans la journée. Peut-être qu'il n'est pas content de ce que je viens de dire. On l'a vu à plusieurs reprises. Il va peut-être s'exprimer, tiens d'ailleurs.
au sujet de vos propos. Gérald Darmanin, il est où? Il est à Poissy ce soir, il va au commissariat de Poissy, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a cette vidéo qui a beaucoup fait réagir, de policiers qui ont été pris à partie, qui ont été insultés, menacés de mort par une trentaine de jeunes. Ça s'est passé samedi après-midi dans les Yvelines. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de plainte, pas d'interpellation non plus et pas d'enquête qui a été ouverte. Mais cette vidéo, elle a suscité une vague d'indignation. Et donc ce soir, le ministre de l'Intérieur se déplace au commissariat de Poissy pour afficher son soutien auprès des forces de l'ordre. Il s'était déjà exprimé un petit peu plus tôt dans la journée et il avait dit qu'agresser un policier, c'était agresser la République. Voilà ce qu'avait dit Gérald Darmanin, qui est donc rentré à l'intérieur du commissariat. On verra s'il va ressortir pour vous répondre, Jean-Christophe Buisson. Alors je suis désolée, on vous a interrompu dans votre argumentaire. On va reprendre le chrono. Vous savez quoi, on va même vous offrir quelques secondes en plus. Non mais c'est très bien, parce que ce qu'il fait va exactement dans la même idée que ce qu'il a fait face à Marine Le Pen, c'est de montrer un petit peu les muscles du ministère de l'Intérieur, mais dans le même temps, il envoie des messages qui sont presque à rebours. Sa loi, qui était au départ contre le séparatisme musulman, a été enlevée de la notion d'islam pour pas donner l'impression de stigmatiser. On a même rajouté des éléments qui ont fâché les églises catholiques ou protestantes avec cette histoire d'instruction à la maison. De la même façon, son idée de faire dissoudre le mouvement nationaliste Génération Identitaire, c'est un petit peu de la même eau. Donc c'est ce discours un petit peu ambivalent de Gérald Darmanin qui s'impose, qui brouille son message, qui fait que tout ça ressemble un peu à une bouillabaisse, de telle sorte que les électeurs de gauche ont l'impression qu'ils ont face à eux un clone de Marine Le Pen, et les électeurs de droite sont fâchés par sa prise de position contre les églises d'une part, et se disent que finalement ces jeunes gens de Génération Identitaire ne font que se substituer à l'État dans la lutte contre l'immigration clandestine. De telle sorte qu'aujourd'hui, en faisant du en même temps un petit peu maladroit, il ne sert pas, il me semble, Emmanuel Macron, mais il devient un poids pour lui. En même temps maladroit, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Julie Graziani ? Oui, je trouve en effet qu'il y a beaucoup de quelque chose qui est de l'ordre de l'artificiel en fait. Et du manque de cohérence que Jean-Christophe a très bien décrit. Finalement, le but de Gérald Darmanin, mais c'est quasiment impossible à remplir, le cahier des tâches est ingérable. On lui demande à la fois d'aller chercher l'électorat du Rassemblement national et l'électorat de la droite qui pourrait tenter de dériver vers le Rassemblement national, tout en veillant à maintenir la cloison étanche, celle qui fait... On lui demande, c'est-à-dire c'est Emmanuel Macron qui lui demande d'aller sur ce... Je pense l'ensemble des partis politiques dits républicains, puisque notre vie politique repose sur un principe simple, le Rassemblement national à l'écart, jamais, au grand jamais d'alliance, et celui qui s'allie avec le Rassemblement national tombe ipso facto du mauvais côté de la force obscure, en quelque sorte. Donc on lui demande à la fois d'aller chercher ses électeurs et en même temps de maintenir cette cloison étanche. Et ça finit par ressembler à un funambule qui marche sur un fil et dont on se demande quand est-ce qu'il va se casser la figure. Cela dit, Nicolas Sarkozy, en son temps, y était très bien parvenu. Il avait joué ce petit numéro d'équilibriste avec une virtuosité qui était littéralement époustouflante. Mais Gérald Darmanin, peut-être parce que la situation est aussi plus critique, parce qu'on est 20 ans après, parce qu'on voit bien que la délinquance ne cesse de s'accroître, parce qu'on a le sentiment d'une impuissance de l'État caractérisée. Gérald Darmanin, on n'y croit pas, c'est vrai, on ne croit pas à sa partition. Vous y croyez pas, Ludovic Toro, à Gérald Darmanin ? Darmanin est quelqu'un de droite. Il est resté de droite. Il a fait la campagne des présidentielles de Nicolas Sarkozy. Il a fait les régionales de Xavier Bertrand. Il restera tout le temps de droite. Et ce qu'il dit, c'est ses propos de droite. Il ne pourra pas changer. Alors, est-ce que ça voulait ? Je ne crois pas. Comment Macron pourrait être réélu ? En faisant comme il a fait, un peu de droite, un peu de gauche, on met ça au milieu, on essaie de faire en sorte, et au deuxième tour, si je suis face à Marine Le Pen, ils voteront pour moi. C'est pour l'instant ce qui semble se passer. Donc le rôle, vous verrez que le président de la République ne va jamais l'enlever. On lui trouve des excuses. Il a envoyé les porte-paroles. Il n'a pas voulu dire ça. Il a dit peut-être que c'est molle. On essaie de le protéger parce que le président de la République pense qu'il est important. C'est un des seuls piliers qui est resté vraiment des LR. Hein. Parce que Édouard Philippe, il est parti il y a bien longtemps. Il a bien compris que ça sentait un peu mauvais et je voulais me préparer peut-être pour le futur. Mais lui est resté et on lui a donné cette mission. Il ne faut pas croire que dans le Conseil des ministres, le président, s'il voit quelque chose qui ne va pas, on va l'appeler arrête. Il continue à faire depuis le début. Hein. C'était quelqu'un d'ailleurs qui était, je vous rappelle, contre les mariages homosexuels. Ça a été clair, il l'a annoncé depuis longtemps. Il était à la manif pour tous. Mais voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est quelqu'un de droite qui est à sa place, qui est missionné très clairement pour amener un électorat de droite, pour essayer un peu
de prendre ceux qui seraient tentés un peu d'aller à très droite. C'est tout. Ouais, allez-y. Et voilà, moi je pense pas que c'est un boulet. Je pense qu'elle c'est un allié majeur d'Emmanuel Macron dans ses prochaines présidentielles. Est-il adroit? Le trouvez-vous adroit dans sa manière? Ah non, mais il n'est pas adroit, on le sait bien. Et surtout, mais pourquoi le en même temps d'Emmanuel Macron aurait marché et pourquoi le en même temps de Gérald Darmanin ne marcherait pas? Eh oui. Moi, alors, vous avez posé la bonne question, du coup on est tous séchés. C'est quoi la question? Non, je demande pourquoi le et en même temps d'Emmanuel Macron a marché, pourquoi celui de Gérald Darmanin ne marcherait pas? Question de moment, je ne vais pas dire question de charisme, ça sera désagréable pour nous. Il ne veut pas être président de la République, ça c'est une chose certaine. Il veut rester ministre prochain. Moi, je dirais que Darmanin est beaucoup plus à droite, tout simplement, et que là, le débat qui a eu lieu contre Marine Le Pen va faire du mal. Moi, je pense à la majorité gouvernementale. On ne sait pas ce qui va se passer au deuxième tour, ça c'est certain. Même au premier, d'ailleurs. On ne sait pas non plus ce qui va se passer au premier tour non plus. Pourquoi ça fait du mal? Est-ce que c'est pas ce qu'attendent aussi une partie des électeurs d'Emmanuel Macron, des électeurs de droite? Des électeurs de droite, mais aussi dans la possibilité d'un deuxième tour qui reproduirait celui de 2017, Macron-Le Pen. Je pense que Macron, en cautionnant un certain nombre de sorties de Darmanin de plus en plus à droite et de plus en plus en train de draguer l'électorat de l'extrême droite, joue un jeu dangereux sur son score au second tour dans une potentialité Macron-Le Pen. En l'occurrence, il se paye deux mots. Gérald Darmanin, il fait de la communication, mais dans les actes, on voit pas très bien comment sa politique est très à droite. Franchement, à part aller soutenir les policiers, c'est la moindre des choses contre un ministre de l'Intérieur. Quand vous avez Gérald Darmanin c'est pas parce qu'on dit à Marine Le Pen qu'elle est trop molle que ça veut dire qu'on fait une politique de droite, voire d'extrême droite. Quand il faudra aller voir entre deux tours l'électorat de gauche pour dire il faut faire barrage à Le Pen et que les images de ce débat-là entre Darmanin et Marine Le Pen ressortiront, ça fera du mal. Et on risque d'avoir des taux d'abstention à gauche beaucoup plus importants dans l'éventualité d'un second tour Macron-Le Pen. Et je pense qu'il faut faire attention. Je pense que Macron joue à un jeu extrêmement dangereux en maintenant Darmanin à son poste. Et pour moi, c'est un boulet. Et ensuite, dernier point... Et là, c'est avec ma casquette d'osile féminine que je le dis. Darmanin a quand même encore une enquête pour viol qui est en cours. Il y a eu encore des éléments nouveaux qui sont sortis sur Mediapart. Et aujourd'hui, je pense que la société a changé. 3 ans après MeToo, la tolérance face à des accusations de viol. Et s'il devait y avoir une mise en examen, ce sera peut-être le coup de grâce de Darmanin s'il y a effectivement mise en examen pour viol. J'espère qu'à ce moment-là, Macron prendra ses responsabilités et lui demandera de quitter le gouvernement. Jean-Christophe Buisson. Oui. Non, je vous voyais réagir. Je ne lis pas Mediapart, je ne suis pas au courant de cette Mediapart affaire, a sorti un certain nombre d'éléments de la procédure en cours, en particulier un certain nombre de SMS qui montrent très bien la réalité. Tout à fait le sujet. Il est présumé innocent. Il est présumé innocent, mais en fait, je comprends ce que vous dites. On est aujourd'hui, en fait, vous avez raison. Dans un changement de société par rapport à MeToo. Je suis d'accord. Et qu'aujourd'hui, on a demandé à un certain nombre de responsables politiques de quitter la politique parce qu'on leur demandait d'être irréprochables. Et je pense qu'effectivement, cette question, elle a été présente dès le début de la nomination de Darmanin. Je vous rappelle qu'on y avait 7000 femmes sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris qui s'indignaient de cette nomination-là par rapport à ces affaires. Je reviens au régalien. C'est aussi, il a la tâche pas facile parce qu'Emmanuel Macron lui savonne la planche en fait. Donc tout en lui demandant d'aller chercher sur les terres du Rassemblement national ou de la droite hésitante, la séquence brute sur la reconnaissance des violences policières comme quelque chose de systémique et de structurel. Hein. Je n'ai pas dit comme violence isolée ou occurrente de temps en temps. Donnait le sentiment qu'il désavouait son ministre d'un côté ou son action, tout en lui demandant d'en faire davantage d'un autre côté. L'idée de la plateforme de lutte contre les discriminations sur simple signalement accrédite aussi cette idée d'une police structurellement discriminatoire. C'était notre second thème. Donc c'est vrai que là, il y a un double discours qui, pour le ministre de l'Intérieur, doit être très difficile à vivre, doit ajouter à sa nervosité, parce que comme tout préposé, quand votre supérieur vous demande de faire tout et son contraire en vous envoyant des signaux contradictoires et que vous ne savez pas sur quoi vous allez être évalué, vous finissez par faire du moins bon travail. Bon. En l'occurrence, il a tout fait pour être ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, donc voilà, il va rester dans son poste, c'est clair. Maintenant, vous dites que Emmanuel Macron savonne les planches à tous ses ministres, c'est pas seulement Darmanin. Je veux dire, c'est une patinoire, c'est Holiday and Nice. Maintenant, on se demandait s'il ne savonne pas la planche à lui-même. Mais voilà. Ça, c'est encore un autre débat. Mais attendez, excusez-moi. Moi, j'aurais voulu que ce soit Emmanuel Macron ou M. Castex qui fasse des remontrances.
Et personne n'a fait de remontrance. On a envoyé un porte-parole qui a dit que c'était pas la bonne parole qu'il avait dit. Donc quelque part, tout ça c'est validé au niveau au plus haut niveau. Bon, on arrive au bout du débat. Allez, le verdict. On va commencer par qui? Bah tiens, Julie Graziani. Convaincue ou pas? Est-ce que Darmanin est un boulet pour Macron? Convaincu, ce n'est pas un atout en tout cas. Ça pourrait être le joker peut-être. Prenez ça dans tous les sens du terme. Céline Pic? Convaincu, c'est un boulet depuis le début, je crois. Ok, et on termine avec vous, Ludovic Toro. Attendez, c'est pas un boulet, c'est le boulet de Macron, c'est complètement différent, d'accord? Ah oui, non. Oui, on parle Donc je pense au contraire, je pense que Darmanin est un atout majeur pour le président de la République. Sinon, je pense qu'il a l'intelligence, il s'en serait séparé déjà. Ok, eh bien on y est, voilà, c'est la fin de Qui va vous convaincre. Convaincu, c'est un sans faute. On termine avec un 100% pour vous, c'est pas mal Jean-Christophe Buisson? J'ai dit non. Ah mais j'ai dit c'est pas le boulet. Je suis à 66%. J'étais en train Est-ce qu'on peut me remettre le rouge? Alors il va falloir qu'on remette le rouge. Bon, on a compris que c'était le rouge, j'étais en train d'écouter ce qu'on me disait dans l'oreillette. Excusez-moi, j'ai pas écouté la fin. Donc c'est pas un 100%. Allez, merci à tous les cas d'avoir été avec nous ce soir. Restez sur BFM TV, dans un instant on va reparler de la vaccination puisqu'Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, était l'invité ce matin de Bruce Toussaint, de Margot de Frouville. Il a répondu à toutes vos questions. Vous avez l'intégralité de son interview à suivre là dans les prochaines minutes. Très bonne soirée à tous.